fois-ci, Donald Trump a directement mis en garde Vladimir Poutine. Il est temps de mettre un terme à la guerre en Ukraine, une bonne fois pour toutes. Et si aucun accord n'est trouvé, les représailles seront massives. C'est en tout cas la menace publique lancée par le nouveau président des États-Unis. Concluez maintenant et arrêtez cette guerre ridicule. Ça ne va faire qu'empirer. Si nous ne trouvons pas un accord rapidement, je n'aurai pas d'autre choix que d'imposer des niveaux élevés de taxes, de tarifs douaniers et de sanctions sur tout ce qui est vendu par la Russie aux États-Unis et à divers autres pays participants. On peut le faire de la manière facile ou de la manière difficile. Et la manière facile est toujours la meilleure. Donald Trump, président des États-Unis. Évidemment, il y a un problème. Cette déclaration me semble un peu agressive, mais en réalité, la situation est bien plus compliquée. Parce que les guerres, ce ne sont pas juste des menaces et des discours. C'est une question de stratégie, de rapport de force, de décisions économiques et militaires qui redessinent l'équilibre mondial. Alors, imagine un instant. Si tu devais gérer un conflit mondial aujourd'hui, quelle serait ta stratégie? D'ailleurs, si ce genre de décision t'intéresse, il y a un jeu qui pourrait te plaire, Conflict of Nations, notre sponsor d'aujourd'hui. C'est un jeu de stratégie PVP en temps réel où tu diriges un vrai pays en pleine crise mondiale. Tu joues contre jusqu'à 128 autres joueurs et chaque décision a des conséquences. Construire ton armée avec tanks, avions, navires, déclarer la guerre ou nouer des alliances et peut-être les trahir, élaborer ta propre stratégie pour conquérir le monde. Le truc cool, c'est que les parties durent plusieurs semaines, donc tu as le temps de mettre en place de véritables stratégies sur le long terme. Et en plus, tu peux y jouer sur mobile et PC. Et en plus, j'ai un petit cadeau pour toi. Si tu cliques sur le lien en description, tu récupères 13 000 pièces d'or plus un mois d'abonnement premium gratuit. Mais c'est dispo que pendant 30 jours, donc ne traîne pas. Bon, évidemment, gérer un conflit mondial dans un jeu, c'est une chose. Mais dans la réalité, les rapports de force sont bien plus complexes. Et c'est exactement ce qu'on voit avec cette déclaration de Trump. Parce que s'il cherche à forcer la Russie à négocier, ça pourrait en réalité être une bonne nouvelle pour Moscou. D'abord, comme on l'a déjà expliqué, imposer un accord à ce stade pourrait être la meilleure option pour tous les partis. Mais d'une certaine manière, ce serait aussi une victoire pour la Russie. Pourquoi? Parce que si Moscou parvient à annexer une partie significative de l'Ukraine et que ce pays ne rejoint pas l'OTAN, le Kremlin pourra affirmer que l'opération a été un succès. Ensuite, si Trump se limite à des sanctions commerciales, honnêtement, pas sûr que ça inquiète réellement Vladimir Poutine. La Russie est déjà sous une avalanche de sanctions et pourtant, son effort de guerre continue. Par exemple, Trump parle d'imposer des droits de douane sur les produits russes. Mais qu'est-ce que la Russie vend exactement au reste du monde? Regarde bien, voici les données de 2022 qui montrent clairement à quoi ressemble l'économie russe sous Poutine avant la guerre. Comme tu peux le voir, ce que la Russie vend principalement au reste du monde, c'est du gaz, du pétrole, de l'essence, du charbon, de l'or, de l'aluminium, du cuivre, bref, essentiellement des matières premières. Car oui, quoi qu'on en dise, l'économie russe repose toujours largement sur l'exportation de ressources naturelles. C'est ce qu'on appelle l'extractivisme. Alors, où il est le problème? Jusqu'à présent, les sanctions sur le pétrole n'ont pas réellement fonctionné. Les ventes de gaz ont déjà chuté. Donc, utiliser ce levier pour punir Moscou ne semble pas particulièrement efficace. D'autant plus que si ces sanctions ont échoué, c'est en grande partie parce qu'on parle d'exportations essentielles pour le reste du monde. Ce sont des ressources de base dont des pays comme la Chine, l'Inde ou même la Hongrie ne veulent absolument pas se passer. Et il ne faut pas oublier non plus que les États-Unis n'importent actuellement aucun pétrole, gaz, charbon ou essence de Russie. Donc imposer des droits de douane sur ces produits ne risque pas d'affecter le régime de Vladimir Poutine, ou alors à peine. En plus, même si Trump réussissait à convaincre d'autres pays comme la Chine de boycotter ses ressources, ce qui, soyons honnêtes, n'arrivera pas, la conséquence immédiate serait une hausse du prix de l'essence partout dans le monde. Et ça, c'est clairement pas cohérent avec les propres objectifs de Trump. Finalement, la seule mesure qui semble vraiment inquiéter le Kremlin, c'est l'envoi d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Mais pour l'instant, le président des États-Unis ne semble pas prêt à aller dans cette direction. Du moins, pas encore. Quoi qu'il en soit, le durcissement de ton de la Maison-Blanche est un signal important. Les amis, Trump a fait monter la pression. Mais qu'un cessez-le-feu soit obtenu ou non, Poutine, lui, ne reste pas les bras croisés. Et ça a à voir avec cette autre information. Regarde bien. Miral, les dépenses de défense de l'Estonie devraient être fixées à 5%. Je soutiens une augmentation encore plus rapide des capacités de défense. L'Estonie connaît bien son ennemi et je pense que, comme en Pologne, en Lettonie et en Lituanie, nous devrions également viser les 5%. Kristen Miral, Premier ministre de l'Estonie.
Le gouvernement estonien vient tout juste d'annoncer son intention d'augmenter ses dépenses militaires à 5% du PIB d'ici 2026 contre 3,7 à 4% en 2025. Il rejoint ainsi les autres républiques baltes ainsi que la Pologne. On parle ici d'un effort militaire sans précédent depuis très longtemps. Mais ils ne sont pas les seuls. Au sein de l'OTAN, on discute déjà de l'éventualité d'élever l'exigence de dépenses militaires de 2 à 3% du PIB. Et la vraie question, c'est pourquoi ? La guerre est-elle pas sur le point de se terminer? Et bah, avec cette vidéo, tu vas comprendre toutes les raisons derrière cette montée en puissance. Avant de démarrer, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. N'oublie pas d'activer la petite cloche des notifs pour être prévenu dès que les prochaines vidéos sortiront. Si t'as envie de taper la discute, tu peux nous écrire en commentaire ou directement sur Insta. Et si t'as envie de t'impliquer dans l'aventure Diplo, tu peux nous aider en contribuant à notre cagnotte dont le lien est en description. Allez, c'est parti! Les amis, ça fait maintenant plus de 1000 jours que Poutine a lancé son invasion brutale de l'Ukraine, ou 4000 en fonction de si vous commencez à compter à partir de 2014 ou 2022. Aujourd'hui, la situation sur le front reste tendue et chaotique. Moscou continue d'avancer lentement, mais au prix de pertes très lourdes. Et ces derniers mois, on a assisté à des changements majeurs. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, on t'expliquait que les États-Unis avaient enfin autorisé l'Ukraine à tirer des missiles ATACMS sur le sol russe. Et sans surprise, Poutine n'est pas resté les bras croisés et a riposté. La Russie lance un nouveau missile balistique à portée intermédiaire sur l'Ukraine. Zelensky affirme que Poutine est terrifié. Les responsables à Kiev avaient initialement déclaré qu'un missile balistique intercontinental avait été lancé en direction de Dnipro. C'était la première fois dans l'histoire qu'un missile de ce type était utilisé dans un conflit armé. Et c'est pas tout. Avec l'arrivée de l'hiver, la Russie a intensifié sa campagne de destruction des infrastructures énergétiques. Dans quel but? Évidemment pour priver des millions d'Ukrainiens d'électricité et de chauffage en plein hiver. Une stratégie impitoyable à laquelle le Kremlin nous a malheureusement déjà habitués. En fait, à ce stade de la guerre, ce sont les missiles, bien plus encore que les troupes, qui jouent le rôle principal sur le champ de bataille. Quoi qu'il en soit, le bilan est catastrophique. Des dizaines de localités réduites en cendres et bien sûr des centaines de milliers de victimes. Du côté russe, on estime que plus de 100 000 soldats pourraient avoir perdu la vie et environ 400 000 auraient été blessés. Et même si ces chiffres étaient divisés par 2, ça resterait une hécatombe. La grande majorité des troupes ayant participé à l'invasion ont été décimées. Un véritable carnage. Face à cette situation, Moscou a dû exploiter toutes les options possibles. Des recrutements forcés dans les régions les plus pauvres du pays à l'envoi de soldats nord-coréens en passant par des mesures comme celle-ci. La Russie recrute des mercenaires yéménites pour combattre en Ukraine. Une mystérieuse entreprise liée aux Houthis trompe des hommes pour les intégrer à la machine de guerre de Moscou. La Russie a recruté tellement de détenus pour combattre en Ukraine qu'elle ferme certaines de ses prisons. Et oui, Moscou a aussi augmenté la rémunération de nombreux soldats. Par exemple, le Kremlin a commencé à proposer des salaires, disons, plutôt attractifs. Certains contrats incluent des revenus bien supérieurs à la moyenne nationale, des avantages pour les familles et même la promesse d'un lopin de terre dans des régions reculées du pays. Un peu comme à l'époque des cowboys du Far West. Bref, l'armée russe a énormément souffert et ça a forcé Poutine à jeter encore plus d'huile sur le feu. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Cette guerre va bien finir par se terminer un jour. Selon Trump, ça devrait être plus rapide que prévu. Mais est-ce que ça signifie que tout redeviendra normal ensuite? C'est pas un peu étrange que, si la paix était réellement imminente, des pays comme l'Estonie et la Pologne annoncent soudainement des augmentations urgentes et massives de leurs dépenses militaires? Il n'y a pas quelque chose qui cloche derrière tout ça? Et bah tout ça est lié à la manière dont les gouvernements d'Europe de l'Est et même l'OTAN perçoivent Poutine. Parce que une fois la guerre terminée, la Russie devra relever un défi colossal, reconstruire ses forces armées, que ce soit en effectifs ou en équipement. Par exemple, on estime qu'à ce stade du conflit, la Russie aurait perdu en Ukraine entre 3000 et 8000 chars. Et bien sûr, Poutine prépare déjà ses plans pour reconstruire ses capacités militaires. Mais ce n'est pas tant son ambition qui inquiète le plus l'Occident. Ce qui préoccupe encore plus, c'est son besoin de le faire. Laisse-moi t'expliquer. L'économie russe a énormément souffert, et si la situation n'est pas encore pire qu'avant, c'est uniquement grâce à l'énorme injection de dépenses publiques liées à la guerre. En clair, Poutine brûle tout le bois et le charbon qu'il peut trouver dans la locomotive de l'économie russe. En ce moment, les dépenses militaires sont de loin le plus gros poste budgétaire du gouvernement russe. Poutine approuve un budget de défense russe record.
32,5% des fonds budgétaires seront alloués à la défense nationale. Et certains analystes estiment même que les dépenses militaires sont encore plus élevées, dépassant potentiellement les 40% du budget total. Complètement dément. Mais le vrai problème, c'est que ces dépenses sont extrêmement intensives en main-d'œuvre. Elles soutiennent une énorme quantité d'emplois, y compris ceux des soldats eux-mêmes. Grâce à cet effort de guerre, beaucoup de jeunes sont mobilisés et les usines d'armement tournent à plein régime. Certaines, comme ces usines au nom imprononçable que tu vois à l'écran, fonctionnent en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que ça signifie? D'après les informations disponibles, le Kremlin pourrait estimer que cette machine industrielle ne peut pas s'arrêter, que la stopper reviendrait à fermer des lignes de production, à supprimer des emplois, à provoquer des licenciements et par conséquent à alimenter le chômage. Autrement dit, les dirigeants russes redoutent que la fin de la guerre entraîne une crise économique majeure. Et c'est précisément pour cette raison que l'OTAN et les pays d'Europe de l'Est pensent que Poutine va continuer son effort militaire même après la fin du conflit. En d'autres termes, il pourrait profiter de l'élan actuel pour se doter d'une armée encore plus grande qu'avant la guerre et maintenir un niveau élevé de production d'armes. En fait, c'est exactement ce qu'on commence déjà à observer. Dévastée par la guerre, l'armée russe se reconstruit à une vitesse surprenante. Le Kremlin puise profondément dans son stock de la guerre froide et s'appuie sur des alliés comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Poutine semble déterminé à poursuivre ses grands plans impérialistes. Il a vendu aux Russes l'idée que leur pays devient de plus en plus puissant et rien n'indique que ce discours va changer sous peu. D'autant plus que pour l'instant, ça fonctionne pour lui. C'est pourquoi l'OTAN craint que cette concentration de forces russes donne au Kremlin l'occasion de les réutiliser dans le futur. Mais concrètement, contre quelles forces les pays d'Europe de l'Est doivent-ils se préparer? Quelles sont les priorités de Poutine pour reconstruire son armée? Ou plutôt, de quoi la Russie a-t-elle réellement besoin? Avec ses unités arctiques largement intactes, Moscou pourrait prioriser plusieurs domaines pour restaurer la puissance militaire russe. D'abord, il y a la reconquête de l'artillerie lourde et des forces blindées. Il faut rappeler que la Russie perd des véhicules blindés plus vite qu'elle ne peut en produire. Elle entreprend donc un effort colossal pour en fabriquer, d'autant plus que la guerre en Ukraine a prouvé que les bombardements d'artillerie restent redoutablement efficaces. Ensuite, il est essentiel de reconstituer le capital humain, surtout en termes de préparation. Si Poutine veut reconstruire l'armée, il doit tirer les leçons du conflit en Ukraine. Ce n'est pas seulement le nombre de soldats qui compte, mais aussi leur niveau d'entraînement et leur capacité opérationnelle. C'est pourquoi, une fois la guerre terminée, il est probable que Poutine adopte une stratégie politique visant à maintenir la Russie dans un état d'urgence quasi permanent. Et bien sûr, Moscou se penche aussi sur la reconstruction de sa marine, en particulier la flotte de la mer Noire. Une force qui a été durement frappée par des attaques stratégiques ukrainiennes, mais dont Poutine a absolument besoin pour conserver son influence dans cette région. Et ça, c'est crucial. Pour la Russie, le contrôle de la mer Noire n'est pas seulement une question militaire, c'est avant tout une question stratégique. Cette mer représente la porte d'entrée de la Russie vers la Méditerranée. La dominer, c'est garantir un accès direct à des routes commerciales et militaires essentielles. Or, il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. La flotte de la mer Noire, autrefois la fierté de la marine russe, a été l'une des cibles prioritaires de l'Ukraine. Du naufrage du Moskva, le navire amiral de la flotte, aux attaques contre Sébastopol, les capacités navales russes dans cette région ont été sévèrement affaiblies. Mais ça ne signifie pas pour autant que la flotte de la mer Noire est hors jeu. D'ailleurs, Moscou accélère déjà la construction de corvettes, de frégates, de chasseurs de mines et de navires amphibies, des unités idéales pour des manœuvres rapides et des opérations en eau difficiles. Mais au-delà de la mer Noire, un autre projet est en cours actuellement. Et c'est un projet d'envergure. Le renforcement de la force sous-marine russe. Poutine tient absolument à moderniser sa flotte de sous-marins avec de nouveaux modèles de classe Borei. Ces engins sont capables de transporter des missiles nucléaires longue portée. Et attention, parce que ces sous-marins ne sont pas de simples machines de guerre. Ils sont un message au monde entier. Et bien sûr, il y a aussi la course aux drones. Poutine en veut beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont bon marché et qu'ils ont prouvé leur redoutable efficacité sur le champ de bataille. Alors récapitulons. La Russie déploie un effort militaire colossal. Cet investissement massif a permis de rendre son économie plus résiliente, du moins pour l'instant, tout en générant de l'emploi et en renforçant la loyauté envers Moscou. Oui, bien sûr, utiliser les revenus pétroliers pour financer l'armement n'est pas la meilleure façon d'assurer la prospérité d'un pays. Mais ce n'est pas ce que recherche Poutine. Son objectif est de garder le contrôle du pays, de garantir des emplois et d'éviter que la population ne se retourne contre le pouvoir. Et bien sûr, il veut aussi retrouver son influence sur la scène internationale. Pour cela,
il doit pouvoir vendre l'image d'une Russie indomptable, la Spartiate du XXIe siècle. Et surtout, ce qu'il veut à tout prix éviter, c'est que la fin de la guerre en Ukraine entraîne une crise économique et politique en Russie. Pour y parvenir, Moscou semble convaincu qu'il faut maintenir le pays dans un état d'urgence quasi permanent. La conséquence, même si la guerre prend fin, tout indique qu'on verra une concentration record de troupes à l'ouest du pays, une artillerie en pleine expansion et une armée de drones gigantesques. Et c'est exactement ce qui terrifie l'Europe de l'Est. D'ailleurs, ici sur Diplo, on t'a déjà expliqué dans une précédente vidéo pourquoi plusieurs gouvernements et services de renseignement ne rejettent pas l'hypothèse d'une attaque russe sur un territoire de l'OTAN. Une attaque dont l'objectif serait soit d'arracher des concessions à l'Europe, soit de surmonter une crise intérieure, soit tout simplement de laisser une trace dans les manuels d'histoire. On ne peut certainement pas exclure que tout ça mène à une seconde phase de la guerre en Ukraine, si Kiev n'est pas suffisamment armé. Et ce scénario devient encore plus probable si l'armée russe continue de renforcer ses effectifs. C'est précisément ce qui inquiète l'Europe et ce qui a poussé les gouvernements d'Estonie, de Lituanie, de Lettonie et de Pologne à annoncer des augmentations massives de leurs dépenses militaires, atteignant jusqu'à 5% du PIB. Mais attends une seconde, on oublie peut-être un détail important, parce que les plans de Moscou pourraient bien avoir une faille, et pas des moindres. Écoute bien. Un avenir sombre. Poutine veut maintenir l'effort militaire pour éviter une crise, et ça inquiète énormément l'Europe. Mais le problème, c'est que cette stratégie pourrait aussi se retourner contre la Russie. Pourquoi? Parce que cet effort dévore une énorme quantité de ressources qui ne sont plus disponibles pour d'autres secteurs. Par exemple, depuis le début de l'invasion, des informations comme celle-ci apparaissent en Russie jour après jour. La pénurie de main-d'œuvre freine les exportations agricoles et avicoles russes. La Russie peine à cause du manque de chauffeurs routiers. En effet, la Russie est un pays de plus en plus vieillissant qui fait face à une pénurie de main-d'œuvre. On estime le manque à plus de 5 millions de travailleurs. Entre les recrutements massifs pour l'armée et l'exode de près de 700 000 personnes, des secteurs comme l'agriculture et le transport de marchandises manquent cruellement de bras. Le résultat, les prix dans les supermarchés sont littéralement en train d'exploser. En 2024, des produits de base dans les cuisines russes, comme le beurre et les pommes de terre, ont vu leur prix augmenter jusqu'à 40%. Les œufs ont pratiquement disparu des rayons et les Russes ont dû se serrer la ceinture pour leurs courses du quotidien. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, mais tu vois l'idée. Les dépenses militaires exercent une pression énorme sur les prix. D'une part à cause des dépenses massives de l'État, et d'autre part à cause du manque de main-d'œuvre dans l'économie privée. Et ce n'est pas tout. Les sanctions sur les hydrocarbures ont tellement réduit les revenus de la Russie que le gouvernement a été contraint de puiser dans le Fonds national de richesse, un fonds souverain alimenté depuis des années par les recettes du pétrole et du gaz. Mais maintenir l'effort militaire devient de plus en plus compliqué pour Moscou. En fait, les émissions monétaires déjà engagées pour financer ces dépenses publiques ont contribué à l'effondrement du rouble. Et c'est pas fini. Une armée aussi massive compliquera la levée des sanctions et empêchera toute normalisation des relations entre la Russie et l'Occident. Autrement dit, l'économie productive russe risque de souffrir encore longtemps. Les amis, le scénario de base qu'on évoque depuis un moment, il n'a pas changé. À moyen et à long terme, la guerre aura des conséquences très négatives pour la Russie. Jusqu'ici, Poutine a réussi à amortir le choc initial en appliquant une sorte de keynésianisme militaire. Il a dopé les dépenses publiques, en l'occurrence militaires, à un niveau extrême. Mais ça pourrait bien être une stratégie de court terme, une solution qui rappelle un peu la fable de la cigale et de la fourmi. Surtout s'il ne change pas d'approche une fois la guerre terminée. Autrement dit, Poutine devra choisir entre son rêve impérial et la viabilité de l'économie de la Russie. Le problème, c'est que Poutine est un néo-tsar. Il est donc pratiquement certain qu'il choisira son ambition impérialiste. Et c'est précisément ce qui explique pourquoi plusieurs gouvernements de l'Europe de l'Est ont soudainement ressenti une énorme urgence d'augmenter leurs dépenses militaires. Et tu sais quoi? Ça nous amène au point le plus important de cette vidéo. On est en train d'entrer dans un moment décisif sur le plan politique. Si les sanctions contre la Russie commencent à être levées après la guerre, ça pourrait faciliter les plans impériaux de Poutine. Mais si elles restent en place et que l'économie russe s'effondre d'ici quelques années, alors Moscou, avec une armée surdimensionnée, pourrait être tenté de commettre une nouvelle folie, une nouvelle offensive contre l'Ukraine, ou pire encore, une attaque contre un territoire de l'OTAN. C'est un débat extrêmement complexe. Oui, il faut mettre fin à la guerre en Ukraine.
Mais soyons très clairs, les problèmes de l'Europe ne disparaîtront pas avec la fin du conflit. Augmenter les dépenses militaires, s'armer sérieusement et être capable de dire à Moscou « n'y pense même pas ». Cette approche pourrait être cruciale pour l'avenir de l'Europe. En Estonie, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne, ils en sont convaincus. Et visiblement, la nouvelle administration de Donald Trump aussi. Bien sûr, d'autres gouvernements européens ont une vision très différente. On en parlera bientôt ici sur Diplo. Alors si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Mais pour l'instant, la vraie question c'est qu'est-ce que toi tu ferais? Dis-nous ce que t'en penses dans l'espace commentaire. C'est tout pour nous aujourd'hui, on espère que t'as appris des trucs avec cette vidéo. Compte sur nous pour te tenir informé de toute évolution de ce dossier d'actu. Et pour suivre la Géopo avec notre team, abonne-toi, partage et like. On est aussi joignable via Instagram et si tu veux nous filer un coup de main, il y a une cagnotte en ligne avec le lien dans la description. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On en profite pour remercier notre sponsor une nouvelle fois. Conflict of Nations, c'est le jeu de stratégie PVP en temps réel où chaque décision compte. Tu prends le contrôle d'un pays en pleine crise mondiale, tu choisis ta stratégie et tu affrontes jusqu'à 128 joueurs dans des parties qui peuvent durer des semaines entières. Et j'ai un cadeau pour toi, clique sur le lien en description et récupère 13 000 pièces d'or plus un mois d'abonnement premium gratuit. Mais attention, c'est dispo seulement 30 jours, donc ne traîne pas. Lien en description, à toi de jouer et à très bientôt.